Jeudi 29 novembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Demain, 30 novembre, ce sera la journée nationale de la liberté de la presse. Elle a été instituée pour commémorer la date à laquelle le chef de l'État nigérien Issoufou Mahamadou a signé la déclaration de la montagne de la table. À l'occasion de la célébration de l'édition 2018 de cette journée, une équipe de la télévision Labari s'est enquis de la situation de la liberté de la presse dans notre pays, ce au lendemain du classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. L'équipe est composée de Aboubacar Souley et Harriata Salah. Suite à la signature par le président de la République de la table de la montagne qui consacre la liberté de presse au Niger, il est célébré chaque 30 novembre la journée nationale de la liberté de presse. Malheureusement, cette liberté de presse est bafouée avec des harcèlements, des arrestations et même des fermetures des organes de presse pour juste avoir informé la population nigérienne sur des sujets sociopolitiques et économiques. De plus en plus, le journaliste a du mal à exercer son métier dans la quiétude malgré tout cet arsenal prévu dans ce cadre. On se rappelle bien de l'affaire d'État Baba Alpha, de son expulsion du Niger en Italie dans des conditions vraiment qui tranche avec les principes de la liberté de la presse. Et également, on voit tous les harcèlements qui sont faits autour des journalistes indépendants sur d'investigation qui sont en train de faire un travail professionnel parce qu'il y a lieu aujourd'hui qu'on rectifie le tir par rapport aux dirigeants pour que véritablement on laisse les journalistes, les médias indépendants faire leur travail et qu'on arrête les intimidations, les harcèlements vis-à-vis de ces médias, puisque l'un de l'autre, ce sont des remparts, ce sont des sentinelles de la démocratie. Donc le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail de lumière, d'éclairer les opinions pour qu'une certaine bonne gouvernance soit de règle dans le pays. Par contre, certains pensent que la presse travaille en toute indépendance au Niger. La liberté de presse existe au Niger. Ce que les journalistes doivent savoir aussi, mais quand vous diffamez ou quand vous injuriez quelqu'un, il a le droit de venir porter plainte. Lui, le président de la République, a dit qu'il ne portera pas plainte. Ça fait son problème. Mais moi, si vous m'insultez ou vous m'égratignez, eh bien, j'ai le droit d'aller porter plainte. Moi, je crois qu'il ne faut pas se faire des illusions. C'est vrai. Quand vous regardez les classements, nous avons été 29e, puis nous descendons, etc. C'est vrai. Mais cette faute n'est pas seulement du pouvoir. C'est nous. Et le pouvoir. Nous, journalistes aussi, on a nos fautes. Des fois, nous racontons des choses qui ne sont du tout pas vraies. Et ça, ce n'est pas bon. Mais je crois que la liberté, elle existe. Elle existe, la liberté au Niger. L'un dans l'autre, l'année 2018 a été sombre pour les organes de presse dont plusieurs ont été fermés par les services des impôts, ce qui a certainement contribué à la chute du Niger au classement mondial de RSF sur la liberté de presse. Le Niger occupe en effet la 63e place dans ce classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde, et c'est justement à la veille de la célébration de cette journée nationale de la liberté de la presse dont Harriata a parlé à l'instant, mais aussi au lendemain donc de ce classement de RSF que le Conseil supérieur de la communication, le CSC, l'organe de régulation, a tenu à ouvrir la session de novembre, sa session donc ordinaire du mois de novembre, avec à son ordre du jour 5 points, comme nous le rapportent ici nos reporters Sadou Doumi et Nafisa Zakou. Cette présente session ordinaire au titre du mois de novembre 2018 intervient au lendemain de la publication par Reporters sans frontières du rapport 2018 sur la liberté de la presse dans le monde et à la veille de la journée nationale de la liberté de la presse célébrée chaque 30 novembre dans notre pays. Le rapport RSF 2018 classe le Niger à la 63e place sur 180 pays classés dans le monde, à la 9e place en Afrique et à la 5e place derrière le Ghana, le Cap-Vert, le Burkina Faso et le Sénégal. Pour moi, ce classement est honorable pour notre pays qui dispose, quoi qu'on dise, de l'un des dispositifs législatifs et règlements institutionnels les plus favorables en Afrique pour l'épanouissement de la liberté de la presse. Le 30 novembre prochain, la journée nationale de la liberté de presse doit être une occasion de faire l'état du lieu de la presse nigérienne, ses écueils et ses attentes,
afin de corriger s'il y a lieu les faiblesses constatées et raffermir les acquis. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette session, le président du CSCC a présenté sur celui relatif à l'examen et adoption du rapport de processus de mise en place du Conseil de publicité. Le décret numéro 2017-052/PRN/MC du 25 janvier 2017 régissant la publicité par voie de presse a créé un conseil de publicité, organe consultatif placé sous l'autorité du CSC. Après une première expérience et tirant les leçons de la mise en place du premier conseil, le CSC a jugé nécessaire de réviser la délibération portant composition, organisation et fonctionnement du dit conseil. Ainsi, au cours de notre session ordinaire du mois de septembre, nous avons procédé à l'examen à l'adoption de la délibération modifiant et complétant la délibération numéro 001/CSC du 7 mai 2017 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de publicité. Cette nouvelle délibération a prévu désormais un avis d'appel à candidature pour la sélection des membres du conseil de publicité, dont le nombre est ramené de 9 à 7. Présent à cette session ordinaire, le vice-président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a salué l'état de la liberté de la presse au Niger. Il faut noter que 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui durera 5 jours. Voilà, parlons à présent de la migration des jeunes, notamment avec ses conséquences. Zoom sur cette question dans ce reportage de nos reporters Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. À la recherche d'Eldorado, beaucoup de jeunes, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, s'adonnent à la migration irrégulière avec son lot de conséquences, allant de l'esclavage à la perte en vies humaines, endeuillant ainsi beaucoup de familles. La première conséquence, c'est la mort, l'emprisonnement, au pire même l'esclavage. On a vu récemment la vidéo postée par la chaîne américaine CNN qui fait objet de vente de personnes humaines en Libye. C'est décourageant, ça a créé la tension partout dans le monde. Nous avons décidé de sensibiliser la jeunesse nigérienne sur le fléau que représente l'immigration irrégulière. Parce que nous avons vu dans nos missions des jeunes Africains les conditions dans lesquelles ils vivent en Europe, notamment en Espagne, en France, et en Italie et dans beaucoup d'autres pays européens. Donc il est grand temps que nos autorités puissent nous accompagner parce que le Niger aujourd'hui est devenu l'un des plus grands pays de transit. Beaucoup de migrants réguliers et irréguliers passent par le Niger. Donc comment la jeunesse peut être sensibilisée pour ne pas être tenté à aller aussi tenter cette aventure périleuse parce que beaucoup de jeunes partent et ne reviennent plus. En dehors des sensibilisations, le président du Conseil national de la jeunesse invite les autorités de prendre en compte les préoccupations des jeunes pour mettre fin à cette situation. L'immigration irrégulière a beaucoup de conséquences. Il y a la fuite de cerveau, il y a la perte de la jeunesse qui représente la couche la plus importante pour le développement d'un pays. Mais qu'à cela ne tienne, l'État du Niger, à travers son gouvernement, a pris des mesures qui interdisent l'activité des passeurs, donc qui criminalisent l'activité des passeurs. Et depuis un certain temps, ces passeurs-là sont en train d'être reconvertis dans d'autres métiers. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a ce que font les passeurs, mais il y a ce que font les jeunes qui en ont marre de ce qui se passe dans leur pays et qui se décident de partir. Donc c'est tout cela qu'il faut revoir, qu'il faut accompagner afin que le Niger ne puisse pas perdre sa jeunesse dans des conditions irrégulières, dans des conditions périlleuses sur la route de la Méditerranée. Et en même temps, interpeller les autorités de nos pays pour que des mesures idoines puissent être prises afin que ces jeunes puissent rester dans leur pays de départ. Parce que c'est souvent la mauvaise gouvernance, le manque d'emploi, la pauvreté grandissante qui amène les jeunes à quitter pour aller vers l'Europe, vers la Méditerranée, en passant à un Eldorado que moi j'estime que c'est un Eldorado virtuel. Beaucoup de jeunes ont réussi dans leur pays sans pour autant migrer. Alors pourquoi pas toi? Il suffit d'y croire, comme le dit un adage, à cœur vaillant. Tout peut être accompli. Hier, 28 novembre, c'était la date anniversaire du lancement des activités de la société de raffinage de Zender, la Soraz. Depuis 7 ans que le Niger exploite donc son propre pétrole, l'essence coûte plus cher à la pompe que lorsque le pays en importait. Alors à qui profite réellement le pétrole nigérien? Suivez à cet effet ce commentaire de la rédaction signé par Ismaël Moumouni. Inaugurée le 28 novembre 2011, la société de raffinage de Zender Soraz
a aujourd'hui 7 ans d'existence. Cette raffinerie ne verra jamais le jour sans la volonté manifeste du nationaliste et patriote engagé, l'ex-président de la République, Tanja Mamadou, qui a tapé le poing sur la table pour que l'or noir nigérien puisse être exploité. Malheureusement, on lui a coupé l'herbe sous les pieds à travers un coup d'État orchestré par celui à qui la confiance en le chargeant de la responsabilité de la compagnie d'appui. Un coup d'État pour l'intérêt de l'Occident ou de certains politiciens, mais pas pour l'intérêt de la nation nigérienne. Car le décollage économique tant prôné par celui-là qu'on appelle affectueusement Baba Tanja a été stoppé net. Pourtant, quand Tanja Mamadou parlait du pétrole qui regorge le sous-sol nigérien, les opposants d'hier, qui sont à la commande aujourd'hui, ont crié au fort que c'est une leurre, alors que c'est eux-mêmes qui ont fait un boucan autour de cette inauguration à Zander le 28 novembre 2011. 7 ans après, à qui profite réellement le pétrole nigérien, en tout cas pas au peuple nigérien. Les citoyens ne sentent pas vraiment un changement dans l'exploitation de l'or noir. Le prix à la pompe demeure encore élevé, comme si le pétrole est importé. La population a manifesté plusieurs fois son mécontentement face à cette cherté du carburant, mais jusque-là, les autorités font la sourde oreille et s'en foutent éperdument de ces revendications. Sachant qu'il y a une partie destinée à l'exportation, alors pourquoi ne pas réduire le prix à la pompe pour le consommateur? Baisser le prix du carburant équivaut à réduire le coût de cherté de la vie des citoyens. Alors pourquoi les autorités tardent à le faire? Le Niger, un pays producteur du pétrole, mais aussi dernier en matière d'indice de développement humain au monde. La cherté de la vie s'accentue pour les citoyens, tandis que pour les gouvernements, c'est la pluie et le beau temps. Le prix de l'essence au Niger à la pompe est plus cher au moment où le pétrole est importé. Quel paradoxe! En tout cas, de la manière dont cette manne est gérée par les autorités actuelles, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Le prix ne va pas changer, peu importe le mécontentement des citoyens. Les gouvernants ne cesseront jamais d'endormir le peuple par rapport à la promesse de réduire le prix tant qu'ils n'ont pas engrangé des sous. En tout cas, c'est de cela que ça a l'air. Sinon, pourquoi tourner le dos aux revendications des citoyens pourtant légitimes? L'or noir, un produit qui ne bénéficie pas au peuple nigérien, mais plutôt aux gouvernants, qui vivent dans l'opulence en laissant les citoyens dans la misère. Ceux qui attendent la réduction des prix du carburant doivent prendre leur mal en patience, car apparemment, c'est le dernier souci des autorités actuelles. Et puis un document national sur l'état civil est en passe d'être validé. Un atelier se tient à cet effet depuis ce matin. Il est organisé par le ministère de l'Intérieur avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Ibrahim Abdou et Asma Ousseidou. Doter le Niger des textes de base qui répondront aux exigences du moment d'une part et de s'arrimer aux avancées observées au niveau continental dans le cadre du programme africain pour améliorer et accélérer les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques de vie de l'Union africaine d'autre part, tel est l'objectif visé à travers cet atelier de validation des textes sur l'état civil. La révision des textes sur l'état civil entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme de l'état civil, cofinancé par l'Union européenne et l'UNICEF pour la période 2017-2020. Les différentes faiblesses constatées sur les textes de l'état civil, 10 ans après leur adoption suite à l'évaluation globale du système de l'état civil nigérien, sur la base des outils API CRVS des Nations Unies, constituent les raisons fondamentales de cette révision. Après cette évaluation assortie d'un plan stratégique d'amélioration accélérée de l'enregistrement et de la production des statistiques vitales, la modernisation du système de l'état civil reste aujourd'hui la seule alternative qui ne peut s'opérer sans une législation adaptée et dynamique avec le contexte actuel de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et d'interopérabilité avec les autres systèmes d'identification. L'UNICEF, quant à lui, porte un intérêt particulier sur le fonctionnement du système d'état civil dans un pays donné et pour plusieurs raisons. Pour nous, vraiment, ça a été un plaisir et c'est un grand honneur d'accompagner le gouvernement du Niger dans cette réforme. Pourquoi
Nous avons vraiment, en tant qu'UNICEF, un intérêt très particulier sur le fonctionnement du système d'état civil dans le pays pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, les enfants sont au cœur des actions de l'UNICEF et un enfant est défini comme tel à partir de son âge. Donc pour connaître l'âge d'un enfant, il faut bien qu'il dispose d'une acte de naissance. Ainsi, l'enregistrement d'un enfant aussitôt sa naissance prend alors tout son sens. C'est un droit fondamental qui constitue le point de départ de tous les autres droits. Notons que cet atelier de validation qui durera 2 jours a vu la participation de plusieurs structures. Ainsi, les résultats attendus de ces assises permettront d'améliorer les performances du système d'état civil nigérien. Restons avec l'UNICEF pour refermer cette édition avec les activités qu'elle mène justement dans la région de Difa avec ses partenaires, des activités dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, notamment l'amélioration de la qualité de l'eau, mais aussi celle des systèmes de gestion des ouvrages hydrauliques et des infrastructures d'assainissement. C'est un public reportage signé par nos envoyés spéciaux dans la région de Difa, Halidou Bourema et Hassan Saleh Mustafa. Très bonne réception. Depuis le début des attaques de Boko Haram dans la région de Difa en 2015, la région a accueilli un nombre important de personnes qui ont fui leur zone d'habitation d'origine. On compte environ 250 000 personnes, notamment des réfugiés, des déplacés internes et des retournés. Parmi ces personnes, 166 000 enfants de moins de 18 ans, la plupart dans la situation de vulnérabilité. Une situation qui a amené l'UNICEF et ses partenaires à initier un programme pour prévenir le paludisme dans la région, la chimioprévention. La chimioprévention, ça vraiment protège les enfants contre le paludisme. Cette année, on avait traité 2090 enfants. Par rapport aux médicaments, on a des partenaires qui nous appuient par rapport à la prise en charge des cas de palu. En 2017, vraiment, on n'a pas observé beaucoup de cas de palu graves. Mais cette année, on avait fait juste 2 passages. On avait vraiment eu beaucoup de cas de palu graves. Cette intervention nous a permis de réduire de façon très significative le nombre de cas de paludisme au niveau de la communauté, en particulier chez les enfants. L'objectif au départ, c'était de toucher 80% des enfants cibles de 3 mois à 59 mois. Donc, nous avons fait d'abord une première micro-planification en appui avec l'UNICEF et cela nous a permis de déterminer les besoins du département et nous avons donc bénéficié d'un appui constant, permanent de l'UNICEF qui nous a permis vraiment de toucher l'ensemble de ces enfants. Les supports étaient là, les médicaments étaient là, la logistique était là. De janvier à septembre 2018, on a enregistré plus de 40 950 enfants atteints de la malnutrition aiguë globale prise en charge grâce au financement éco-multisecteur. Et nous avons l'appui des différents partenaires, notamment en tête nous pouvons citer l'UNICEF, donc qui est un partenaire qui appuie depuis longtemps le volet de prévention et prise en charge de la malnutrition au niveau de la région. Et nous avons avec ce partenaire un programme sur Rapid Pro, donc c'est un système de gestion, de transmission des données, donc qui nous permettra d'avoir des informations sur certains indicateurs de prise en charge de la malnutrition pour pouvoir prendre des dispositions à temps en cas de problème. Parmi les différents impacts, on peut citer notamment la promptitude et la complétude des données. Nous avons des données qui nous parviennent à temps et des annonces, par exemple, en cas de rupture, qui nous permettront vraiment de prendre des dispositions pour ravitailler les centres qui ont des difficultés. Au village de Boudouri, à une dizaine de kilomètres à l'est de Difa, les quelques 8000 habitants bénéficient aussi du financement éco qui a contribué à alléger les souffrances de cette population à travers la réalisation d'une mini-adduction d'eau potable à la grande satisfaction des bénéficiaires. Depuis l'arrivée de Rapid Pro, nous avons organisé pour faire tenir notre réunion en compte de gestion des points d'eau. Chaque semaine, et encore nous cotisons l'argent pour verser dans notre compte. En cas de la pente aussi, nous avons une ligne d'adresser notre problème de manque d'eau
au hydraulique. Rapide Pro, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que nous entendons suivre toutes nos activités que nous faisons pendant l'année. Rapide Pro aussi, nous envoyons notre rapport mensuel aussi en cas de pente et après la réparation aussi, nous envoyons nos messages. La réponse est immédiate. Avant, nous avons beaucoup de difficultés pour quantifier l'argent et faire les réunions avec le comité. Mais après son arrivée, nous avons simplifié tous nos problèmes. Toujours grâce au financement éco-multisecteur, l'UNICEF, avec l'appui de la Direction régionale de la protection de l'enfant, fournit un soutien psychosocial aux enfants affectés par le conflit. Nous sommes très contents de nous retrouver ici avec d'autres enfants, où on nous apprend à dessiner et à fabriquer des jouets. C'est un bon cadre pour nous car nous faisons beaucoup de jeux, notamment le football. Plus de 13 000 ont été concernés. C'est que sur l'UNICEF est un de nos grands partenaires, c'est le plus grand partenaire par rapport à la protection de l'enfant. Et le défi au niveau de la région de Difa, on s'est confronté à une situation des enfants qui sont dans une situation de détresse, des enfants, bien qu'il y a une accalmie, mais il y a des enfants non accompagnés, des enfants séparés qu'on appelle dans notre jargon ESENA, qui sont là, qui sont issus du conflit et que ces enfants-là sont au niveau des familles d'accueil. Et jusque-là, il y a certaines familles d'accueil, on n'arrive pas à retrouver les parents. Et on est en train de faire la recherche à travers nos partenaires qui ont la prérogative de faire la recherche familiale et à travers le mécanisme communautaire pour chercher ces parents pour qu'il y ait la réunification de ces enfants. À travers ces espaces qui sont pour nous les portes d'entrée pour les activités de protection, n'est-ce pas? Nous faisons l'identification, n'est-ce pas? Et puis la prise en charge des enfants qui sont en situation de séparation familiale, ceux-là que nous appelons les enfants séparés et les enfants non accompagnés. Nous faisons également l'identification, n'est-ce pas, la documentation et la prise en charge des cas de VBG, des cas de violence basés sur les genres. Évidemment, les VBG nécessitent une prise en charge holistique qu'aucune organisation ne peut à elle seule apporter. Donc nous faisons ce qui est de notre mandat et puis nous nous référons à d'autres services adéquats. Les actions pilotées par ECHO dans la région de Difa, notamment dans le domaine de l'hydraulique, l'hygiène et l'assainissement, la nutrition et la protection de l'enfant, vont toucher plus de 210 200 personnes via 31 organisations humanitaires.